Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Divergence politique. Alors un Divergence politique spécial aujourd'hui puisqu'on a le plaisir de recevoir Jean-Frédéric Poisson. On va passer un excellent moment à converser de la vie politique française, de la vie politique internationale, du monde qui nous entoure, qui a visiblement bien changé ces dernières années. Avant cela, et avant de lancer le générique, n'oubliez pas, vous le voyez à côté de moi, le petit cœur, le petit bonhomme +1 et la cloche. Ça veut dire qu'il faut, s'il vous plaît, vous abonner à cette chaîne. C'est important pour nous. Et puis, ne pas oublier, s'il vous plaît, donc d'activer la cloche et de faire un like sur les vidéos. Ça améliore le référencement et donc la visibilité de nos programmes. Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Eh bien, je ne sais pas si nous sommes la résistance. En tout cas, Jean-Frédéric Poisson, bonjour. 1000 fois merci d'être sur notre Bonjour, chaîne. merci à vous. Comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie. Enfin, très bien. À titre personnel, je vais bien. Je vous remercie beaucoup. Tout ce que nous constatons ensemble m'interroge et m'inquiète un peu, pour tout vous dire, mais je pense que ça va être l'objet de notre conversation. Absolument, on va avoir le temps de rediscuter de ce monde un petit peu particulier dans lequel nous vivons actuellement. On s'était rencontrés en 2016 sur Moscou pour une conférence politique. 2016-2025, le monde a vraiment beaucoup changé. Est-ce que finalement les années que nous vivons actuellement, qu'est-ce qu'il y a de plus inquiétant ? Est-ce que ce qui est le plus inquiétant, c'est la situation dans laquelle on est ? Ou peut-être cette dégringolade de la France qui semble être un puissant frein, je dirais, de négativisme en tout cas. Ce qui n'a pas changé, c'est la trace sur laquelle notre pays était déjà inscrit dans les années Hollande. Puisqu'en réalité, sous beaucoup de rapports, le mandat de Macron n'est guère qu'une continuation du mandat de Hollande, en pire malheureusement. Je veux dire par là que la dégradation des relations sociales, l'installation progressive d'une espèce de brutalité généralisée dans à peu près tous les aspects de la vie personnelle et sociale, maintenant plus rien n'y échappe, la dégradation de nos standards économiques, l'affaiblissement de la France sur la scène internationale, notre incapacité à prendre des décisions fermes, engageantes et de profondes réformes pour notre pays, tout ça au fond n'est qu'une continuation de ce qu'on a connu pendant le mandat du président Hollande, et Macron l'a fait en plus dans un esprit foncièrement néolibéral qui est très contraire à la tradition de notre pays et je pense aux intérêts du peuple français. La deuxième chose qui n'a pas beaucoup changé, c'est l'énergie avec laquelle un certain nombre d'États ont souhaité faire la peau de la Russie, d'une certaine manière coûte que coûte, en se trompant, mais comme Hollande s'était trompé en s'alignant systématiquement sur les menées de Barack Obama aux États-Unis, Emmanuel Macron l'a fait pendant beaucoup trop longtemps. Il a fallu que Donald Trump soit réélu à la présidence américaine pour que la France change de pied, passer en fait d'un mauvais pied à un autre mauvais pied. En fait, il n'y a pas de bon pied pour la France, si j'ose dire, même s'il n'y en a que deux. C'est vous dire la difficulté de l'exercice. Et je crois que les tensions internationales, au fond, sont l'effet de causes nombreuses. Mais il y a une constante, en tout cas, c'est qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux n'ont pas compris que l'Occident ne dirige plus le monde, que l'Occident a perdu le magistère moral qu'il prétendait exercer sur le reste de la Terre, et que tant que le reste de la Terre ne pouvait pas riposter, on avait l'impression que ça pouvait durer éternellement. Maintenant que le reste de la Terre s'est organisé pour riposter à ce pseudo-magistère moral, évidemment, on commence à payer toutes les additions en même temps. C'est-à-dire c'est comme si une entreprise se voyait présenter toutes les factures qu'elle doit à tous ses fournisseurs dans la même seconde, et évidemment, ça produit des embouteillages. Et troisièmement, et ça pour le coup ça a changé, parce qu'en 2016 on pouvait considérer qu'on avait encore une espèce d'autorité sur le monde entier. Maintenant ça n'est plus le cas du tout. Et je pense que c'est ce que Trump a compris, et c'est ce que les dirigeants européens s'obstinent à ne pas vouloir comprendre. Pour le reste,
Malheureusement, les causes que nous constations déjà, alors j'étais candidat à la primaire de la droite et du centre, comme vous l'avez dit, j'étais allé à Moscou pour cette raison d'ailleurs, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et quand je relis la petite plaquette programmatique que j'avais diffusée à l'occasion de cette élection, je ne suis pas spécialement visionnaire, c'est pas du tout ce que je prétends, mais les constats dressés à l'époque, malheureusement, restent d'une actualité absolument furieuse. Ce qu'on comprend et ce qui change peut-être désormais, c'est qu'il était très difficile de dire il y a 9 ans que l'islam conquérant est une menace directe et certainement la plus importante et de loin pour le monde occidental. C'était très difficile à dire il y a 9 ans. Maintenant, ça a l'air non pas d'une évidence, mais en tout cas d'un constat assez largement partagé. Dans l'opinion publique, c'est le cas depuis longtemps. Dans la classe politique française, c'est le cas de manière un peu plus récente, mais petit à petit, les choses progressent. Malheureusement, je pense que nous sommes dans une situation de délitement qui nécessitera pour le redressement de notre pays énormément d'efforts et sans doute pas très agréable. Mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Alors justement, puisqu'on parle de délitement, vous êtes président de VIA, du Parti chrétien-démocrate, donc un parti qui est ancré sur des valeurs et des traditions. Parlons de ce délitement français, de cette situation qui s'aggrave en France sur les valeurs sociétales, sur les valeurs entre les citoyens, entre ce qui fait tradition de notre pays. Comment en est-on arrivé là? Vous en parliez justement juste avant dans votre introduction, enfin dans votre présentation. On a véritablement l'impression que la France est en train de perdre tous ses repères. Oui, c'est exact, même si je pense, je vais dire dans un premier temps, je suis parfaitement d'accord et nuancer un peu dans un second temps, si vous le voulez bien. Premièrement, le système éducatif a tout fait pour essayer de déraciner les enfants. D'ailleurs, il y est arrivé assez bien, il faut tout de même le reconnaître. Globalement, quand on vous prive de votre histoire et du partage du passé, le passé étant inamovible par définition, c'est plus facile à partager que le futur, l'avenir ou les projets, ça va sans dire. On nous ampute assez largement de la maîtrise de notre langue, qui est le premier instrument d'échange et de communication entre les personnes, ça aussi, ça va sans dire. On nous impose des référentiels culturels qui ne sont pas les nôtres, donc ça veut dire quand on n'a plus de passé commun, on a du mal à partager notre langue, et qu'on nous prive d'un certain nombre de standards culturels qui sont aussi une occasion et un objet de partage. Il y a un moment où il devient difficile d'imaginer d'avoir un avenir en commun, ou même de partager le constat sur le présent, ce qui serait une forme de préalable pour bâtir des projets pour l'avenir. Deuxièmement, le néolibéralisme qui s'installe un peu partout dans le monde, ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse parfois, a besoin de faire de chacun d'entre nous des individus isolés. Plus vous êtes en capacité de nouer des relations solidaires naturellement, de partage, des projets communs, pour ne pas dire des combats communs, des résistances communes, qui sont l'effet en réalité de ces choses partagées, et plus vous êtes en situation de résister à la domination de l'argent et des marchés, qui est l'idéal que toute la Macronie a en tête. Cela dut-il se faire au mépris de notre industrie, de notre équilibre économique, enfin toutes ces choses qu'on a constatées depuis malheureusement longtemps. Et donc, se déroule, sans que nous ayons été consultés sur ce point, un projet de société qui veut faire de nous des consommateurs le jour, des producteurs une autre partie de la journée, le reste du temps, des gens qui dorment, c'est-à-dire qui se taisent. Et le propre d'un individu isolé, c'est qu'évidemment, il n'a pas les moyens de partager, pas les moyens de se défendre, pas les moyens de protester, pas les moyens de proposer un projet alternatif, enfin tout ça. Et la crise du Covid est emblématique de cette volonté, parce que qu'a fait le confinement, sinon faire de chacun d'entre nous des individus ou des groupes d'individus, petits par famille, par foyer, complètement coupés du reste et dans une forme d'incapacité à s'organiser pour proposer quelque alternative que ce soit. Et je pense que ce confinement général, cet isolement généralisé des individus, a été rendu possible par le fait que déjà auparavant, les mécanismes collectifs de coopération, au sens large du terme, étaient déjà très esquintés, y compris dans le milieu économique, dans le monde économique et des entreprises. Et donc le confinement a pu s'installer de ce fait sans aucune espèce de résistance, ou si peu. Enfin, nous avons été très peu nombreux dans le paysage politique français d'il y a 5 ans,
à dire tout le mal que nous pensions de la politique de confinement, de la politique sanitaire et de toutes les horreurs qu'on a vu circuler. Bon. Et de ce fait-là, vous pouvez très facilement installer des restrictions de liberté que jamais, dans un temps normal, nous n'aurions acceptées. Le confinement en est une, mais ça s'est accompagné, souvenons-nous, hein, de la suppression du droit à aller travailler, à gagner sa vie correctement. Pour les commerçants, l'incapacité de faire leur métier. On a même mis en cause notre liberté de vote, puisque les élections municipales ont été reportées dans des conditions qui en ont faussé le résultat. C'est une telle évidence que voilà. La liberté d'expression a été là aussi assez largement écornée. Bref, un certain nombre de choses qui allaient de soi dans la France moderne ont été remises en cause sans que, d'abord, les Français ne protestent et sans que même rétrospectivement, ils s'en rendent compte, au point de considérer que ce n'est pas une parenthèse que nous avons vécue, c'était quelque chose qui était inacceptable et qui continue de produire des effets dans le monde où nous sommes. Or, il ne peut pas y avoir de projet politique s'il n'y a pas de collectivité, s'il n'y a pas de sentiment de groupe, de prédominance du collectif sur l'individuel, d'une certaine manière. Or, cette prédominance du collectif, c'est l'ennemi des néolibéraux, puisque dès que vous êtes plusieurs, vous pouvez vous organiser. Or, les libéraux n'aiment rien moins que ce qui pourrait contrecarrer d'une quelque manière que ce soit la domination de l'argent et des marchés. Donc voilà la France dans laquelle nous vivons, et le macronisme qui, pour le coup, ça c'est une forme de rupture par rapport au quinquennat de Hollande, le macronisme a installé cette domination néolibérale et ce projet néolibéral en France, avec son corollaire, si paradoxal que ça puisse paraître, qui est une attaque régulière, massive, un peu tous azimuts, sur nos libertés fondamentales, parce que ce projet-là est tellement brutal par rapport à la nature humaine qu'il peut s'installer que par une espèce de violence. C'est tout ça qu'il est français que nous vivons aujourd'hui, avec, je dois le dire malheureusement, dans une espèce de résignation, d'atonie du peuple français, dont je me demande bien ce qui va pouvoir contribuer à le réveiller. Alors, c'est une attaque aussi sur nos valeurs morales, je dirais, parce que la Macronie, finalement, est l'exemple même ou l'essence même du pire, de tout ce qui détruit finalement notre modèle catholique et chrétien européen. On voit avec les mouvements effectivement woke qui ont été importés des États-Unis, je dirais la volonté de les mettre en avant sur un continent sur lequel effectivement ces questions-là ne se posaient pas préalablement. On le voit notamment lors des grands événements qui sont normalement des événements faits pour faire rayonner la France. Je parle bien entendu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On le voit dans la façon dont le président met en avant certains artistes, jusque dans la décoration de l'Élysée, jusque dans la façon, souvenons-nous en 2017, de célébrer la première fête de la musique à l'Élysée. On le voit dans sa façon, lui en tant que président, de s'adresser lorsqu'il est physiquement auprès du peuple, et des images que ça renvoie à l'international. On a véritablement l'impression que toutes les digues morales ont été rompues sous Macron. Oui, pour cette raison qui est une des déclinaisons du point que nous développons précédemment, c'est-à-dire le règne de l'individu et de la souveraineté de l'individu sans limite produit très naturellement toutes les dérives que vous venez de citer. Le wokisme que vous évoquiez à l'instant, petit rappel historique, il est né en réalité de manière plus profonde dans la philosophie française des années 60-70. Il a traversé l'Atlantique, les Américains l'ont appelé d'ailleurs French philosophy, la philosophie française. Et tous les auteurs que vous connaissez, Rosset, Deleuze, Derrida, enfin tous ces gens-là ont théorisé cette déconstruction, qui est une forme de souveraineté de l'individu absolument sans limite, et avec cette volonté de considérer que en fait, nous ne sommes jamais que ce que nous décidons d'être. C'est-à-dire, c'est cette idée que nous n'avons pas de nature qui nous serait donnée à la naissance, et qu'en fait, nous faisons de nous ce que nous voulons dans les actes que nous posons. À partir de là, vous pouvez devenir absolument n'importe quoi, puisque, par définition, tout ça dépend de vos propres choix. Et donc, ce que nous évoquons, ce que nous voyons aujourd'hui, n'est que la conséquence de cette philosophie française, alors non plus seulement érigée en système intellectuel, mais traduite dans les lois. C'est là, vous avez raison, que la systématisation de cette philosophie dite française aux États-Unis s'est faite de manière très large, a embarqué avec elle un très fort mouvement intellectuel et est revenue en France, mais
en France, vous savez que j'ai fait rallier pendant des heures et des heures et des heures contre le mariage pour tous, par exemple, ou la PMA pour tous, les mères porteuses, et ainsi de suite. J'allais vous en parler après, effectivement. Qui sont l'illustration de cette philosophie, au fond, qui est de dire que, ma foi, à partir du moment où un individu veut quelque chose, et qu'on a techniquement ou juridiquement les moyens de le lui donner, eh bien, il doit pouvoir en disposer. Voilà. Cette philosophie-là, elle est destructrice pour le corps social, pour raison que je disais tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, sans grande difficulté, retrouver, une fois qu'on a affirmé ça, le minimum de cohésion sociale ou de solidarité naturelle qu'il faut pour que des personnes puissent vivre ensemble paisiblement. Oui, bien sûr, le macronisme a été l'artisan de ça. Même Hollande n'était pas allé jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de volonté de satisfaire des groupes de pression militants très très puissants à l'occasion du mariage pour tous ou d'autres choses comme celle-là. Néanmoins, c'est la même philosophie qui était à l'œuvre. Elle n'était pas systématisée, c'est-à-dire qu'il y avait encore des garde-fous dans le socialisme à la française, si j'ose dire, qui permettaient de prémunir contre des choses un peu plus vastes. Le débat actuel sur la question du port du voile dans les sorties scolaires, dans l'espace public, etc., c'est aussi l'illustration de ça, c'est-à-dire qu'il ne doit rien y avoir qui s'oppose à la volonté d'un individu à partir du moment où les moyens techniques et juridiques sont présents pour le satisfaire. Donc, encore une fois, cette souveraineté d'individu est par essence contraire à toute forme de projet politique que ce soit, puisque par définition, une fois que l'individu a dit qu'il était souverain, la seule chose qui peut contrecarrer l'expression de sa souveraineté par la violence, c'est la violence de l'État. C'est pour ça que le lien entre la logique de la souveraineté individuelle, qui est la logique néolibérale par excellence, et la coercition exercée par l'État, c'est un lien essentiel, c'est pas un hasard. Plus les individus ont de pouvoir, et moins vous les contenez, et moins ils s'auto-contiennent par des systèmes de morale, des systèmes de valeurs, etc., qui leur disent, non, vous n'avez pas le droit de tout faire, vous n'avez pas le droit de maltraiter votre voisin, vous n'avez pas le droit de machin. Si ces systèmes de valeurs n'existent plus, la seule chose qui peut contenir, c'est la force de l'État. Donc, entre le régime néolibéral, le système néolibéral, l'individu est tout-puissant d'un côté, et la toute-puissance de l'État, la coercition étatique de l'autre côté, le lien est absolument essentiel. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, pour la question de François Hollande, effectivement, je pense que déjà, il était occupé à faire du scooter, donc il ne pouvait pas, effectivement, s'occuper de tout faire en même temps, de tout brider en même temps. Voilà, il ne pouvait pas être partout à la fois. Ceci étant, et ça, vous l'avez dit, vous en avez parlé, et c'est vraiment très important à mon sens, c'est la question du renoncement du peuple français. On l'a vu notamment lors des manifestations, des manifs pour tous, le renoncement qui a suivi en fait le vote de la loi, en disant bon, c'est pas grave, c'est juste le mariage. Certains avaient dit non, ce n'est pas juste le mariage, c'est l'ouverture à la porte de tout ce qui a découlé par la suite, qui arrive aujourd'hui, je dirais peut-être à son paroxysme avec notamment les mères porteuses en Ukraine que l'on commençait à découvrir, je dirais, avant la guerre, avant le déclenchement de la guerre et au tout début du déclenchement de la guerre, où on avait quand même des bobos parisiens qui étaient en panique de ce qui se passait à Kiev, non pas pour ce qui se passait à Kiev, mais parce qu'ils devaient récupérer des bébés prochainement et qu'ils ne savaient plus du tout comment faire. Enfin, voilà, on est dans ce monde déshumanisé où finalement, on parlait de digues qui avaient rompu, toutes les digues ont rompu, et la question c'est finalement, quand est-ce que le peuple, à votre avis, peut se reconnecter à ce refus, à cette rébellion? On l'a vu avec les Gilets jaunes, et puis on a l'impression que depuis, il n'y a plus la force de se battre. C'est très difficile de répondre à cette question parce que d'abord, ma boule de cristal personnelle est un peu poussiéreuse, figurez-vous, donc même quand je l'astique de manière tout à fait énergique, je ne vois pas grand-chose dedans. Premier élément. Deuxième élément, j'ai en tête l'exemple des printemps arabes qui démarrent, si vous vous en souvenez, par l'immolation par le feu d'un commerçant tunisien qui considère qu'il est perclus de taxes d'impôts qui n'arrivent plus à vivre, il s'immole par le feu devant sa boutique, et tous les printemps arabes, tout autour de la Méditerranée, démarrent par cet épisode qui était imprévisible, parfaitement isolé, et dont la répercussion a été absolument incommensurable. Il y a probablement quelque chose comme ça. Les phénomènes révolutionnaires, d'ailleurs, démarrent souvent comme un effet de trop-plein. D'ailleurs, c'est comme dirait l'autre, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, si je peux me permettre cette expression triviale. Voilà, c'est inattendu. Un événement particulier
d'une répercussion spectaculaire, si j'ose dire, parfaitement inédite, embrase un terrain qui était déjà très propice à recevoir la plus petite flamme que ça soit. Et il me semble qu'en tout cas, à défaut d'identifier l'étincelle, en tout cas, tout ça est parfaitement préparé. Enfin, l'exaspération, la colère, la rage, même dans certains cas des Français, me paraît atteindre des niveaux qu'en 30 ans d'engagement politique, je n'ai pas constaté jamais. Même si j'ai connu des oppositions extrêmement énergiques à plusieurs chefs de l'État, et parfois, mais jamais à ce point. Et je l'évoquais, ça, pendant les campagnes électorales récentes. Le plus grand exploit, je dis ça de manière ironique, de la part d'Emmanuel Macron, est d'avoir réussi à rendre méchants des gens qui ne le sont pas. Ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire même des gens qui sont foncièrement gentils, calmes, sont dans une rage intérieure parfaitement inhabituelle et parfaitement décalée par rapport à leur tempérament initial. Donc tout ça va produire un jour des effets. Comment, pourquoi, je n'en sais rien. À cause de quoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'une société ne peut pas vivre très longtemps dans l'ambiance de brutalité, de violence, de mensonge, d'hypocrisie, de camouflage, de conjuration contre les institutions. Enfin, tout ça est lié. Regardez ce qui se passe en ce moment sur le camouflage du dérapage des comptes publics et le fait qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le ministère des Finances ne répond plus aux questions écrites des parlementaires. Ça devrait valoir à directeur de service des sanctions immédiates, parce que la réponse aux questions des parlementaires, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, c'est garanti par la Constitution. Ça fait partie du pouvoir de contrôle du Parlement sur le gouvernement, c'est donc constitutionnel. Ce moindre refus devait être puni. Les faux et usages de faux dont le directeur général de la santé, Salomon, a été convaincu devant la commission d'enquête du Sénat au moment du Covid, aurait dû lui valoir d'être éjecté immédiatement de sa responsabilité. Or, que je sache, il est encore dans les hauts services de l'État. Donc, si vous voulez, tout ça produit une atmosphère qui devient non seulement irrespirable, mais insoutenable parce qu'irrespirable et donc propice à toutes les formes de débordement. Quand est-ce que ça va se produire ? À quelle occasion ? Piloté par qui ? Récupéré par qui ? Alors là, je suis bien incapable de vous le dire. En tout cas, le terrain me paraît extrêmement propice. Vous m'avez fait une transition sur la partie économique. Alors, je suis désolé, vous êtes absolument passionnant. Je vous avais promis 20 minutes, mais si vous m'autorisez, je vais rester un peu plus longtemps avec vous. Le deuxième thème que je voulais aborder avec vous, c'est justement ce thème économique. Et la France est sur une voie de déclin jamais vécue. On a une dégradation permanente de notre notation internationale. On a des craintes pour une nouvelle encore dégradation de cette note, avec des conséquences notamment sur les taux d'emprunt sur les marchés internationaux. Dans un interview que l'on faisait ici justement avec Jacques Sapir, je lui demandais est-ce qu'on en est presque rendu au niveau de la Grèce d'il y a quelques années. Alors il me rassurait, il me disait non. Mais à quel moment, économiquement, on peut redresser notre pays avec, je dirais, l'ingérence supra-étatique européenne qui prend de plus en plus de poids dans notre vie nationale? Alors ça, c'est à la fois assez simple et très difficile. C'est assez simple parce qu'il suffit de dire à la Commission de Bruxelles, écoutez, maintenant, non. Voilà. Alors que je sache, la Commission de Bruxelles ne va pas plus que la Russie d'ailleurs, envoyer les chars sur la place de la Concorde. La Commission de Bruxelles n'envahira pas les Hauts-de-France, l'Alsace et la Lorraine. La Commission de Bruxelles ne fera rien de tout ça. Donc c'est assez facile de dire à Bruxelles, écoutez, vous avez refusé que Siemens et Alstom s'associent pour faire un géant des transports ferroviaires et des tableaux de premiers industriels pour résister aux Chinois et aux autres. Ça a provoqué pour la France et pour l'Allemagne d'ailleurs un affaiblissement de leur puissance industrielle tout à fait considérable, alors qui est loin d'expliquer la totalité de la faillite dans laquelle nous sommes, mais qui est un élément parmi beaucoup d'autres de même nature qui nous affaiblissent. Donc il faut pouvoir dire à la Commission de Bruxelles non. On est désolé, mais là non. Et quand la France commence à dire non, quand la France tousse, c'est un peu toute l'Europe qui s'en remet, si vous voulez, malgré tout. Donc c'est simple à décrire. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver les gens pour le faire. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que ce n'est pas les solutions qui manquent. On sait parfaitement, on entend à longueur de temps, et les récentes discussions budgétaires qui ont été dans le débat public autour de l'adoption tardive du budget pour 2025 par le gouvernement Bayrou ont bien montré qu'il y a des pistes d'économie, on les connaît. À commencer par la suppression de la surréglementation, de la surtranscription des normes européennes
dans le droit français qui provoque pour les entreprises des charges considérables supplémentaires pour zéro valeur ajoutée, mais rien. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est de la perte. Donc, commençons par ça. Il suffirait de dire, je force le trait à peine, le Premier ministre François Bayrou prend sa plus belle plume le matin, il écrit article 1, toutes les normes qui résultent de surtransposition par rapport au droit européen sont supprimées. Article 2, chaque membre du gouvernement est responsable pour le périmètre qui le concerne de l'application de l'article 1. Signature François Bayrou. Et puis on y va. Et c'est terminé. Enfin, c'est terminé, non, ça commence, mais ce sont des mouvements d'oxygénation. La France a besoin d'oxygène, elle étouffe. Donc il faut lui redonner de l'air, de la liberté, faire confiance au corps intermédiaire. Vous ne pouvez pas dire au corps intermédiaire, tiens donc, allez discuter d'un projet alternatif pour les retraites, et puis quand vous aurez fini de discuter, ben, vous viendrez voir et leur dire, ah, au fait, on a oublié de vous dire qu'évidemment, la question de l'âge ne se pose pas. On va leur dire, mais enfin, ça sert à quoi qu'on parle alors si. Parce que si c'est pour que les syndicats parlent entre eux des retraites, ils le font tout seuls, hein, c'est pas la peine Absolument, oui. Donc, si vous voulez, on voit bien ces mesures, la suppression de tas de choses inutiles, la suppression des normes inutiles, je l'ai dit, le fait de réduire le volume d'un certain nombre de codes et de réglementations, ça revient au même, qui empêche les entreprises. Le fait que l'État s'occupe de ce qu'il regarde et pas ce qu'il ne regarde pas, c'est-à-dire que l'État aujourd'hui ne fait pas ce qu'il devrait et fait mal ce qu'il ne devrait pas. Donc c'est une espèce de front renversé et permettre à tous ceux qui ont des idées de la liberté de manœuvre, etc., d'en avoir encore davantage. C'est pas difficile. Je ne suis pas libéral en disant ça. Moi, je ne suis pas pour la déréglementation, je suis pour la déréglementation. Ce n'est pas la même chose. Mais je crois qu'il y a suffisamment de ressources dans le peuple français, suffisamment de capitaux, suffisamment d'épargne à mobiliser pour que sur des projets intelligents, viables, enfin, on sait faire tout ça. Regardez ce qui se passe sur un dispositif que nos auditeurs connaissent certainement, ça s'appelle le zéro artificialisation net, c'est-à-dire l'interdiction pour une collectivité de prendre un terrain nu pour construire une usine. Si la collectivité n'est pas capable de rendre naturel un terrain qui aujourd'hui ne l'est pas. Je ne sais pas comment on réindustrialise le pays dans des conditions pareilles, pour tout vous dire, parce que si réindustrialiser, ça veut dire construire des usines neuves, vous n'allez pas les faire en centre-ville, hein, parce qu'il n'y a plus de place dans les centres-villes, donc il va falloir les faire à la campagne, et si à la campagne, il va bien falloir les construire sur quelque chose, et le quelque chose en question, c'est probablement des espaces qui aujourd'hui sont occupés par de l'herbe, ou je ne sais pas quoi, ou des marais, bref. Donc des dispositifs comme ceux-là qui sont très décroissants, parce qu'on a été complètement vérolé par le logiciel des Verts écologistes depuis des années, il faut se mettre à l'écart de ça. Et dernier point, on sait depuis les travaux de Fabien Bouglet, qui nous regarde peut-être et que je salue d'ici, qui est un très bon expert des questions énergétiques en France, on pourrait dire de lui le monsieur anti-éolienne, mais il est loin d'être que cela, a révélé il y a quelques années dans un de ses livres que le lobby allemand antinucléaire dispose de bureaux à l'intérieur du ministère de l'Environnement à Paris. Donc, si vous voulez, quand on en est là, que voulez-vous que je vous dise ? Un ministre de l'Environnement qui aurait un peu de mou à l'épinière, pour dire des choses poliment, il arrive dans son bureau en étant ministre, la première décision qu'il prend, c'est dehors. Enfin, vous comprenez, donc c'est pas difficile en réalité. La majorité des mesures qui ont été identifiées pendant longtemps dans tous les programmes politiques, elles nécessitent du courage. Mais ça n'est pas la denrée du monde la mieux répartie. Donc à la fois les solutions sont simples, c'est le personnel pour les appliquer qui n'est pas aux affaires pour l'instant, mais qui pourrait y arriver. Dieu sait. Alors, avant de parler de diplomatie, restons un petit peu sur l'économie. On a appris ce mercredi soir, justement, en parlant d'économie, et vous parliez à l'instant du fait que les Français avaient beaucoup d'épargne. On a appris donc que notre président de la République donnait de nouveau 2 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. On a eu, semaine dernière, le ministre de l'économie qui est monté sur tous les plateaux télé pour vendre ce fameux épargne privée pour la défense européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux mesures ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Ça fait longtemps que je crois que le conflit russo-ukrainien n'est pas notre guerre et que nous n'avons rien à y faire depuis le début. C'est une position personnelle, mais si on en parle après, je ne détaille pas pour le moment. La deuxième chose, c'est une tradition en France de faire appel à l'épargne publique. Il y a en France une tradition de grands emprunts, etc., d'emprunts d'État, d'obligations d'État, tout ça. Et sur le principe, c'est pas contestable. Après tout,
le peuple peut aussi investir, s'il a confiance, dans l'avenir de son pays et puis en récolter des intérêts ou des dividendes autant que de besoin. Moi, j'ai un seul problème avec ce que dit M. Lombard, notre ministre des Finances, c'est que je n'ai pas compris combien ça rapporte, au bout de combien de temps et jusqu'à quel point c'est garanti. Ça, je ne suis pas certain qu'il le sache non plus. Hein. Il n'a probablement pas la réponse. Si vous voulez, la différence entre le livret A et l'emprunt de M. Lombard, c'est que le livret A, ça vous assure d'avoir, je ne sais jamais si c'est 2,5 ou 3%, ça change tout le temps, de toute façon. Enfin, c'est garanti. C'est-à-dire, à la fin de l'année, vous avez vos 3%. Très bien. Là, est-ce qu'on perd tout? Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, si vous ne pouvez pas solliciter la confiance des prêteurs, si vous ne leur dites pas à quelles conditions ils prêtent, s'il n'y a pas de... Ou alors on dit c'est super risqué, comme quand vous faites un gambling à la roulette au casino, et là vous le faites en grande personne, c'est-à-dire vous savez ce qui se passe, vous mettez votre argent, vous avez une chance sur 37 de le récupérer, c'est pas beaucoup, mais si vous voulez jouer au poker avec votre épargne, c'est votre droit. Mais l'État ne peut pas participer à une espèce d'installation de roulette géante ou de baccarat géant en disant vous pouvez peut-être tout perdre, c'est pas possible. Deuxièmement, je crois que c'est 450 ou 500 millions dont on parle. Oui. Si c'est avec ça qu'on va faire la guerre à la Russie, on n'est pas bien parti. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça qui va changer grand-chose à la structure de l'armée française. Troisièmement, si j'ai bien compris, ce fonds d'épargne défense sera investi pour 70% des entreprises françaises. Et pourquoi pas 100%? Au passage, pourquoi pas 100%? Donc ça veut dire qu'on va financer des entreprises étrangères qui sont avec notre épargne. Quatrièmement, j'ai compris aussi que ça ne s'adressait pas exclusivement à des entreprises qui fabriquent des armes, mais à des entreprises aussi qui déploient de la technologie pour soutenir les choses d'armement. Mais on a peut-être davantage besoin de fusils mitrailleurs, de cartouches, de canons, de véhicules blindés que de logiciels, me semble-t-il. En tout cas, s'il y avait une priorité d'investissement, on ne fait pas la guerre avec la technologie informatique. Hein. C'est pas vrai que ça supporte les armements, c'est évident, mais voilà. Donc tout ça me paraît d'un flou absolument total. Ce que je comprends surtout, c'est que il y a derrière ça des obligations pour les compagnies d'assurance d'aller chercher de l'épargne des Français et de la flécher vers des entreprises non cotées. Non coté, ça veut dire que rien ne garantit rien. C'est ça que ça veut dire. Quand vous achetez une action en bourse, le cours est officiel, les entreprises ont l'obligation de publier leurs comptes, vous savez comment ça évolue, il y a des experts qui s'en occupent, vous pouvez lire des avis, etc. Quand une entreprise n'est pas cotée, si vous n'avez pas l'œil rivé dessus au jour le jour pour savoir ce qui se passe, vous n'en savez rien. Donc tout ça me paraît, je dirais pas, je ne parlerai pas d'escroquerie parce que ce serait un procès d'intention, mais en tout cas, une espèce de mascarade absolument sans nom. Donc je ne vois pas du tout que les Français vont se ruer vers cette perspective départ. Alors, avec deux parenthèses en plus, c'est qu'effectivement, dans cet emprunt, il est notifié que ça peut être effectivement également pour partie pour aider l'Ukraine. Donc là, ça ouvre. Ça ouvre la porte directement aux dons déguisés. Et je vais faire une dernière parenthèse. Je suis en train d'essayer de retrouver en même temps que nous parlions le nom de parce qu'il y a il y a quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire qu'on nous dit cette épargne privée. Cette épargne privée, c'est notamment pour renforcer la structuration économique de nos leaders français de la défense. Et en même temps que l'on dit ça, alors le fameux en même temps, il y a une société dont je n'arrive pas à retrouver en même temps que nous parlions le nom, qui est un des fleurons mondial dans son secteur, dans la défense, qui est une entreprise française, qui est en phase d'être vendue à un groupe potentiellement américain. Je suis en train de chercher ces trois initiales de, j'allais dire, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Donc il y a quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire qu'en même temps, on nous dit donner d'argent pour renforcer l'économie de nos grands acteurs de la défense, et en même temps, on les vend aux Américains. Donc c'est complètement fou. Si ça n'était que la défense, ce serait déjà très grave. Mais malheureusement, quand vous faites l'inventaire de tout ce qu'Emmanuel Macron a contribué de près ou de loin à dépecer en termes de grandes entreprises industrielles françaises, enfin, la liste devrait lui valoir une traduction immédiate devant la haute cour quand il sera sorti de l'Élysée. Ça relève de la trahison, c'est exactement mon point de vue. Vous ne pouvez pas vendre tous les fleurons d'industrie française, faciliter leur vente ou ne pas s'opposer à leur vente, ce qui revient au même. Parfois d'ailleurs en touchant sans doute des royalties, enfin il y a certains qui sont sucrés au passage, parce que c'est la règle. Mais enfin, vous prenez des techniques dans le pétrole, le Alcatel-Lucent pour le téléphone,
Nexter aux Allemands, Macron était à l'époque ministre de l'économie, les aéroports de Nice et de Toulouse, c'était dans le projet de loi Macron qu'il a défendu comme ministre de l'économie en 2015, et j'en passe, et combien d'autres. Alstom, bien sûr, il a été au cœur du sujet. Enfin, on ne compte plus les démantèlements industriels dont il a été soit l'initiateur, soit l'accompagnant, soit l'auteur, soit les trois. Donc c'est pas pour venir nous dire aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, que tiens, au fait, ce serait bien s'il reconstituait l'appareil industriel français. On a envie de lui dire, mon gars, si tu ne l'avais pas toi-même démantelé dans des grandes largeurs, on ne serait peut-être pas là non plus. Donc, mais ça fait partie, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de cet homme à ne jamais payer les conséquences de ses actes. C'est ça. Il va falloir que ça s'arrête un jour. J'aime beaucoup votre mot parce que finalement, c'est exactement ça. Macron est quelqu'un qui déconstruit, qui détruit, sans avoir jamais à être responsable de ses décisions. Effectivement, c'est exactement ça. Il est responsable de ce qui marche, mais pas de ce qui ne marche pas. Il n'y a pas grand-chose qui marche, ceci étant. Donc, il n'est pas beaucoup responsable. Alors, sur la partie diplomatie, là, encore une fois, malheureusement, voilà, on va aller sur un des points sur lesquels nous ne sommes pas bons, et c'est une tristesse absolue, puisque la diplomatie française a, pendant très longtemps, été, je dirais, un modèle mondial. Aujourd'hui, on est clairement dépassé. Je ne sais même pas si on est dépassé ou si on n'est plus existant sur la scène internationale, tant nous n'apparaissons plus. Je prends des exemples comme ça qui me viennent en tête. Je pense à Ursula von der Leyen qui suit notre président lors d'une visite en Chine, on ne sait pas pourquoi. Elle était là, c'était une visite entre la France et la Chine. Elle est autour de la table. Dans les grands événements aujourd'hui que nous vivons, notamment sur les tentatives de traité de paix ou de cessez-le-feu qui sont menées entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie en Arabie Saoudite, eh bien, l'Europe et la France n'ont pas leur mot à dire, visiblement. En Afrique, nous n'avons plus aucune influence, à part un sentiment d'aigreur de la part des pays africains. Que nous reste-t-il de la diplomatie que l'on veut en plus, pour finir, brader en donnant de manière ponctuelle à d'autres pays européens, avec notre siège à l'ONU, et voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste diplomatiquement ? Est-ce qu'on a encore un appareil diplomatique dans ce pays ? La première remarque qui me vient à l'esprit, c'est la décision d'Emmanuel Macron de supprimer le corps diplomatique. Vous vous souvenez de ça ? De manière qu'il a supprimé le corps préfectoral. Donc, il ne faut pas s'étonner que, si vous supprimez le corps des gens qui sont des spécialistes et qui plus ou moins bons, d'accord, enfin, ils sont quand même formés à ça, c'est de l'expérience. Si vous les supprimez, pourquoi supprime-t-on ça ? Parce que l'existence d'un corps contraint celui qui doit nommer des personnes pour entrer dans ce corps à respecter les règles du corps. Vous ne pouvez pas nommer n'importe qui à n'importe quel poste, etc. Tout ça n'est pas possible. Il y a des choses qui limitent même le pouvoir de nomination du chef de l'État. Donc il a supprimé tout ça pour pouvoir nommer des personnes, comment dirait-on ça, des copains et des coquins, comme disait Michel Poniatowski à l'époque. Bien, donc le délitement qualitatif du corps diplomatique français a été accéléré par cette décision de supprimer purement et simplement son existence il y a maintenant, je crois, 3 ou 4 ans. Premier élément. Deuxième élément, vous avez raison de dire que l'épisode de la visite en Chine est emblématique. Il dit au monde entier, regardez, ne me parlez pas à moi parce que je ne suis pas tout seul. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous voulez vous adresser à la France, parlez à Bruxelles, ça ira plus vite. Ce qui est enfin, une espèce d'acte manqué, mais alors puissance 10. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est presque... C'est du suicide diplomatique. Si vous parlez de puissance à puissance, ce n'est pas la peine d'emmener dans vos bagages quelqu'un qui partage votre décision et qui peut-être même vous en impose quelques-unes, parce que la réalité, c'est tout de même celle-là. Troisièmement, je crois que Emmanuel Macron n'a aucune vision. On en a fait un aigle, hein. On a dit c'est quelqu'un de très intelligent, etc. C'est très, très brillant. Oui. Moi, j'ai débattu 200 heures avec lui en commission spéciale au moment où il présentait sa loi, puis 100 heures dans l'hémicycle. Ça ne m'a pas frappé. Hein. Enfin, je ne me souviens pas qu'il m'ait jamais appris quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand vous écoutez Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, on peut vous dire à la fin, là, j'ai appris quelque chose, je suis un peu mauvais. Quand vous avez fini d'écouter Macron, dites-moi ce que vous avez compris de plus. L'inventaire sera assez vite fait la plupart du temps. Donc non, ça n'est pas quelqu'un de très intelligent. Il n'est pas supérieurement intelligent. Il est supérieurement séducteur et habile, ça c'est vrai. C'est un hypermnésique, un gros travailleur, ça c'est vrai. Mais pour le reste,
si intelligent soit-il, il y a une chose qu'il n'a pas comprise, c'est la place particulière que la France occupe dans l'histoire et la diplomatie mondiale. Ça, il n'a pas compris. Et vous aviez raison de dire, les diplomates du monde entier considéraient qu'il y avait 3 diplomaties qui étaient les plus informées du monde et de loin. C'était la diplomatie américaine, la diplomatie du Vatican et celle de la France. Ces 3-là étaient de très loin les mieux renseignés du monde. Ça n'est plus le cas de la diplomatie française, c'est évident, parce que, faute de moyens et de personnel, faute de vision et de culture historique pour comprendre quel rôle peut jouer la France dans un certain nombre de cas, et surtout, pardonnez-moi, à cause du comportement personnel d'Emmanuel Macron lui-même. C'est l'épisode en boîte de nuit à Brazzaville, je crois que c'était à Brazzaville, en tout cas en Afrique. La leçon qu'il donne au président africain qui était venu en disant « vous ferez bien de vous occuper de la violence qu'il y a chez vous », j'ai envie de lui dire... avec sa chemise ouverte et ses bières à la main. Voilà, c'est ça c'est la boîte de nuit. La manière dont il traite les gens la plupart du temps. Enfin, quand même, vous ne pouvez pas nouer des relations de coopération de qualité avec des personnes quand vous vous adressez à elles de cette façon. D'ailleurs, il parle de la même manière aux Français. C'est pour ça que les Français le détestent. Et ce qui est vrai pour le peuple français, figurez-vous, peut être vrai aussi pour les peuples étrangers. C'est pour des chefs d'État étrangers, c'est tout à fait possible. Le Maroc qui dit à la une de son journal national un matin, la veille, Macron dit en Afrique, nous avons d'excellentes relations historiques avec le Maroc, et le lendemain, le premier journal du Maroc dit non, pas du tout, les relations avec la France sont contestables. Enfin, mais à quel président français on aurait fait un truc pareil, vous voulez me dire? Aucun d'entre eux. Aucun de ses prédécesseurs n'aurait subi de telles humiliations parce qu'aucun d'entre eux ne se serait mis dans ce genre de situation, tout simplement. Et même si les chefs d'État n'ont pas tous aimé leurs collègues ou leurs homologues quand ils leur adressaient la parole, en tout cas, au moins ils faisaient semblant. Ça fait partie aussi de la diplomatie, malheureusement. Il y a un côté un peu de camouflage dans cet homme. Donc c'est tout ça. Mais je crois que le fond du fond, c'est le fait que c'est l'absence de culture et de référence historique. Vous ne pouvez pas prétendre, enfin, dire que, comme on le répète à l'envi, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine démarre le 22 février 2022, c'est une farce. C'est une farce. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé depuis 35 ans. Sinon, vous ne diriez pas une bêtise pareille. Dire que le conflit à Gaza démarre le 7 octobre 2023, alors avec une dimension d'atrocité, de barbarie, de la part du Hamas palestinien qui est sans commune mesure, c'est exact. Et ça nécessite toutes les condamnations du monde, et bien entendu. Enfin, ça fait à peu près 1500 ans que ça dure, si vous voulez, donc ça n'a pas démarré le 7 octobre. Donc, si vous ne vous inscrivez pas dans un temps long et dans un espace large, il n'y a pas de diplomatie possible. On aurait pu faire autrement. On aurait pu imaginer de tirer profit des... je ne sais jamais combien c'est, parce qu'il y a un petit conflit en plus, mais ça va être 10 ou 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime dont dispose la France, qui fait d'elle soit la première, soit la seconde puissance maritime du monde, ça dépend comment on compte les choses. Le président Macron avait tous les moyens d'essayer d'en tirer profit. S'il avait été intelligent, qu'est-ce qu'il en a fait? Rien, puisque l'outre-mer est en train de nous échapper dans des proportions extrêmement dangereuses pour d'abord les habitants qui sont sur place, et deuxièmement, je pense, pour l'assise de notre pays dans le monde entier. S'il avait été malin, il aurait pu essayer d'améliorer, et il y avait de quoi faire, la position de la France en Afrique. Enfin, on n'était pas condamné à se faire bouter par Wagner et les milices russes qui ont défendu l'intérêt de la Russie. Enfin, je ne veux pas faire reproche aux autres États de défendre leurs intérêts, c'est parce que nous, on n'est pas capable de défendre les nôtres. Donc, tout ça, pardon, si vous voulez, me paraît la conséquence d'une absence de vision, d'une absence de culture et d'une absence de volonté. Il ne sait pas comment il faut faire. Voilà, c'est tout. Alors, plutôt que de dire je ne sais pas, ce qui n'est jamais confortable pour un responsable, s'entourer des gens qui savent, il ne l'a pas fait. Enfin, quand vous voyez, pardon, les récents ministres des Affaires étrangères qu'on a eu au Quai d'Orsay, enfin, si vous voulez faire de la diplomatie dans ces conditions, ça complique quand même l'exercice, il faut le reconnaître. Le ministre des Affaires étrangères qui refuse de répondre au ministre des Affaires étrangères russe si jamais il l'appelle, enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais ça paraît très très compliqué quand même d'imaginer ça. Ah bah, avec notre dernier ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, on a quand même une personnalité de... Là, oui. Je pense qu'on est véritablement au top, au pic de l'excellence française. Excusez-moi le brin d'humour, mais on a quand même un ministre des Affaires étrangères qui a salué la liberté retrouvée pour le peuple syrien lors de la prise de pouvoir par HS. Bravo, puisqu'un mois plus tard, les pauvres du Nord étaient massacrés. Bon, j'ai deux questions. Ça, c'était une œuvre d'art. Oui. Mais voyez, je termine sur ce point, si vous voulez bien, avant d'écouter votre question.
je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Où là, alors il y a des querelles d'architectes, est-ce qu'il fallait mettre cette couleur-là, ce truc, je ne rentre pas là-dedans, je suis parfaitement incompétent pour en décider. Et je vois le résultat, qui est magnifique. Magnifique, je suis d'accord avec vous. Et qui a été réalisé quand même dans des conditions et un temps, c'est une performance quand même extraordinaire au sens strict. Et j'ai envie d'interroger le président de la République, mais que n'avez-vous fait ça pour notre pays? Il est le premier à dire, on s'est affranchi des règles, des procédures inutiles, on a mis les incompétents de côté, on a pris des gens qui savaient faire, on a fait confiance, etc. Mais il fallait faire ça pour la France, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Les Français sont capables de redresser la France comme les artisans ont reconstruit Notre-Dame, de la même manière. Avec un cadre précis, un projet. Et puis, laissez-les faire, on sait. On a 1500 ans d'histoire politique. Enfin, c'est pas à nous qu'on va apprendre comment il faut faire. On est assez grand pour savoir ce qui est bon pour nous, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Enfin, franchement, laissez faire les collectivités pour développer leur territoire, laissez-les organiser la solidarité. Au moment du Covid, ne confinez pas tout le monde. Demandez aux maires de prendre soin de ceux qui sont confinés parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont en danger. J'en sais rien, il y avait 150 façons de faire. Mais on n'a pas voulu. On est dans la défiance, l'autoritarisme, l'orgueil. Et la première victime de l'orgueil, c'est l'intelligence. Alors, j'ai deux toutes dernières questions très très brèves. Je vois le temps d'y filer. Et moi, je passe un moment excellent ici avec vous, donc moi, je continue. Il n'y a pas de souci. Mais première question, puisqu'on reste sur la question diplomatique, c'est est-ce que vous pensez véritablement que Macron aime la France? Alors, ma question assez brute comme ça peut être taquine. La vérité est que ce que je perçois de ce président, moi qui suis français, qui n'ai qu'un seul passeport qui est la France et c'est mon pays et je souffre de le voir comme ça, c'est un président qui ne parle que d'Europe. On en parlait tout à l'heure avec vous. Van der Leyen qui va en Chine parler, on ne sait pas pourquoi ou de quoi, alors que c'est une rencontre franco-chinoise. Là, c'est pareil. Notre président, il met des drapeaux européens partout. C'est l'Europe par-ci. Plus rien n'appartient à la nation française. Est-ce que, donc ma question est simple, est-ce que vous pensez que finalement il n'aime pas la France? Je pense que Macron s'aime en train de diriger la France. Mais il s'aimera tout autant en train de diriger autre chose. Donc la France pour lui, c'est un prétexte, un marchepied, une parenthèse, quelque chose qui lui a permis de réaliser une partie de ses rêves égotistes. Pas plus que ça. Et quand la France l'emmerde, il le dit. C'est pas moi qui le dis, hein. Les Gaulois réfractaires, je vais emmerder les enfin, je vais prouver. Ceux qui n'ont qu'à traverser la rue parce qu'ils foutent rien. Voilà. Toute une collection de déclarations qui montrent bien qu'il n'a aucune espèce d'affect à l'égard de tout ce qui n'est pas lui. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas lui parce que voilà, l'univers est grand quand même. Donc, mais non, je crois qu'il a aucune espèce d'affection pour le peuple français, aucune affection pour l'histoire de France. Et qu'il se sert de ça comme des instruments. Nous sommes des instruments entre les mains d'un ego absolument surdimensionné qui n'a pas de surmoi, ce qui est le plus grave de tout. Ma toute dernière question, donc pour finir cet entretien passionnant, Jean-Frédéric Poisson, on va parler du bien et du mal. Je sais que c'est un thème qui est extrêmement important, notamment pour vous. Est-ce que vous pensez, au-delà de la question de la guerre aujourd'hui en Ukraine telle qu'elle se déroule, des atrocités, etc., est-ce que vous pensez qu'initialement, nous avons été, nous Français, en soutenant l'Ukraine, du côté du bien? Du côté du bien, je ne dirais pas les choses de manière aussi marquée que ça, parce que malheureusement, les réalités humaines sont rarement aussi tranchées que ça. Je dirais en tout cas que l'histoire le montre, hein, tout ça est documenté maintenant. La France, en la personne de François Hollande cette fois-ci, François Hollande l'a confirmé lui-même il n'y a encore pas très longtemps, alors qu'elle était garante des accords de Minsk entre la Russie et l'Ukraine, a tout fait pour ralentir l'application des accords de Minsk ou ne pas les appliquer, de sorte que l'Ukraine gagne du temps pour pouvoir se réarmer et attaquer un jour la Russie. C'était l'intention partagée de François Hollande et d'Angela Merkel au moment où les accords de Minsk ont été signés, dont la France et l'Allemagne étaient des garants tous les deux. Premier élément. Deuxième élément, moi je n'ai pas de sympathie particulière pour Poutine, je suis très content d'être français et de ne pas être russe, pour être clair. Très bien, même si j'ai la chance d'avoir pu aller plusieurs fois en Russie
avant et après Poutine et d'avoir discuté avec tout un tas de personnes sur place. Mais je ne peux pas accepter d'acheter comme ça sans réserve le discours officiel qui dit au fond il y a un méchant dans l'histoire, c'est Poutine, et gentil, c'est nous. Tous les reproches qu'on fait à Poutine, manipuler l'opinion, ne pas respecter sa parole, ne pas respecter les traités, tout ça on peut se les faire à nous-mêmes, tous, sans exception. Ne pas respecter la parole, c'est ne pas avoir respecté l'engagement pris par les dirigeants américains à la chute du mur de Berlin et de l'Empire soviétique de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Ne pas respecter les traités, ce sont des accords de Minsk qu'on a foutus à la poubelle en espérant que ne pas respecter son interlocuteur et mentir ou être brutal en termes de négociation, ce qui est reproché à Poutine. Quand Poutine dit, bon alors vous avez voulu élargir l'OTAN, on n'a rien dit, maintenant la Géorgie et l'Ukraine, ligne rouge, si vous y touchez, ça ne va pas bien se passer du tout, parce que là, ce sont nos intérêts stratégiques vitaux. Mais comment vous étonnez du fait que quand on touche à vos intérêts stratégiques vitaux, enfin quand vous touchez aux intérêts stratégiques vitaux de quelqu'un, il vous répond. Comment c'est possible ça, de s'étonner de ça? C'est pas... Mais parce qu'on continue de penser que nous sommes le camp du bien. Nous détenons le magistère moral. Quand nous disons quelque chose, c'est vrai et c'est juste et c'est bien. Donc les autres n'ont qu'à s'incliner, se taire. Ça ne marche plus comme ça. Quand j'étais président de la commission d'enquête sur les moyens de Daesh à l'Assemblée nationale, le premier semestre 2016, j'ai tenu à ce que la commission écoute l'ambassadeur Orlov, qui était à l'époque l'ambassadeur de Russie en France. Et pourquoi j'ai appelé l'ambassadeur Orlov? Parce que la Russie, comme vous le savez, a des communautés musulmanes natives sur son territoire depuis très longtemps. Il y a dans les provinces du Sud, ex-provinces du Sud, des gouverneurs de l'Empire russe, du Tsar, qui sont musulmans. C'est une chose qui est... Et ils ont eu affaire aux Tchétchènes, notamment, donc ils savent ce que c'est que le terrorisme islamiste. Et les Tchétchènes étaient le premier pays en nombre de personnes envoyées, combattre en Irak et en Syrie. Et en raccompagnant l'ambassadeur Orlov à sa voiture, je lui demande, mais donc on est en mars 2016, avril 2016 peut-être, donc après Maïdan, après les accords de Minsk. Et je lui dis, monsieur l'ambassadeur, comment ça va se terminer cette affaire de Crimée, du Donbass, etc. Alors il s'est arrêté dans l'escalier, et dans un français absolument impeccable, il m'a dit, monsieur le président, souvenez-vous du Kosovo. C'est-à-dire que quand on reproche à la Russie d'arracher de manière unilatérale, par la violence, un bout de territoire à un pays souverain en disant ça vraiment c'est pas bien et pour ça on vous fait la guerre. Les Russes répondent, mais qu'est-ce que vous avez fait à la Serbie avec le Kosovo il y a 25 ans? Vous avez fait la même chose. Vous avez bombardé Belgrade pendant 80 jours, 78 exactement, sans mandat de l'OTAN, sans autorisation. Et vous allez nous reprocher à nous de faire les choses que vous faisiez. Qu'est-ce qui a changé? J'y reviens tout à l'heure. La seule chose qui a changé, c'est qu'à l'époque, les Russes n'étaient pas en situation de riposter à l'OTAN. Ils n'avaient pas les moyens. Pas l'armée, pas les moyens qu'il fallait, pas rien du tout. Aujourd'hui, ils les ont. Voilà. Et ça change tout. Parce qu'il y a une différence entre le poulpe qui va servir de salade que vous sortez de la mer et Vladimir Poutine, c'est que quand vous passez les deux à l'attendrisseur, il y en a un qui ne répond pas et l'autre qui répond. C'est pas de chance quand même de ne pas avoir imaginé que la Russie pourrait répondre. Mais bien sûr qu'ils vont répondre. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes des enfants si vous pensez qu'ils ne vont pas répondre. Nous n'avons plus le magistère du bien et du mal. Donc je pense que nous nous sommes trompés. La France s'est trompée en entrant dans ce conflit de manière aveugle, en soutenant par une espèce de très mauvaise habitude. J'ai fait partie des parlementaires qui ont soutenu et voté la résolution de Thierry Mariani qu'on a présentée à l'Assemblée nationale avec lui en 2015 pour faire cesser les sanctions contre la Russie. Parce que j'avais compris, comme tous ceux qui étudient un peu le truc, les premiers qui paieraient la note de ces sanctions, ce serait la France, bien entendu. C'est ce qui n'a pas manqué. Je crois qu'on se trompe depuis longtemps, qu'on s'est trompé d'interlocuteur au Proche-Orient, il a fait de discuter avec les Russes pour la Syrie et pas avec les Américains, qui d'ailleurs sont partis la queue entre les pattes, comme de l'Afghanistan, comme de l'Irak, comme de partout, parce qu'ils finissent toujours par en partir, de toute façon. Et on s'est aligné, comme d'habitude, sur les positions américaines qui vont faire des bêtises. On n'a pas compris que les Américains, comme disait le ministre anglais Waterston, les Américains n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, et Kissinger a dit lui-même quelque part dans ses mémoires, c'est difficile d'être l'ennemi des Américains, c'est tout encore plus difficile d'être leur allié. Donc voilà, je pense qu'on s'est trompé de cheval, je pense qu'on s'est trompé de conflit. La France et l'Europe d'ailleurs en entier auraient dû rester et assurer la médiation entre l'Ukraine et la Russie parce que c'était les seuls qui pouvaient obtenir cette position, au point que c'est la Turquie qui s'en est occupée. Enfin, faut quand même voir ce qui se passe aussi. Et on s'est trompé. Et je pense qu'on en perd à la note. On la paye sur le plan énergétique d'ores et déjà. On va la payer sur le plan diplomatique. Et pour ceux qui étudient un peu ces histoires-là, ces affaires,
il y a très longtemps que le projet américain consiste à absolument décrocher l'Europe de la Russie. Parce que la conjonction Russie-Europe relègue les Américains au second plan de l'autorité mondiale et à ne plus occuper le premier. Or, les Américains ont l'obligation de rester la première puissance du monde. Pourquoi ? Parce que le fait que les Américains demeurent la première puissance du monde garantit la position dominante du dollar dans l'économie mondiale et donc la stabilité, la rentabilité des fonds de pension américains et donc le confort des retraités aux États-Unis. Voilà, c'est toute l'histoire. C'est aussi simple que ça. Donc je pense qu'on s'est trompé, qu'on le paiera encore longtemps, malheureusement pour nous tous. Eh bien, je vous remercie. Par ailleurs, ça nous coûte beaucoup d'argent, donc on aurait besoin de faire pas mal d'autres choses. Alors, ça nous coûte cher et effectivement, on s'est trompé économiquement et on en paiera les pots cassés. À la rigueur, bon, je ne sais plus quel est le proverbe à propos des plaies d'argent ne sont pas mortelles, si je ne dis pas de bêtises. Mais ceci dit, sur la question de la moralité, on parlait tout à l'heure d'un GPA, d'un PMA. On oublie de parler de tous ces articles qui paraissaient avant 2022 dans Le Monde et l'ensemble des médias de grand chemin pour parler des mouvements comment on pourrait dire, si on ne va pas dire néo-nazis, mais en tout cas fortement d'extrême droite et nationalistes en Ukraine, qui n'existent plus, qui sont des héros aujourd'hui uniquement. Bon, voilà. Moi, je considère qu'on, malheureusement, on devrait faire avec notre conscience. C'est la question du bien et du mal, toujours dans la vie. Je vous remercie, Jean-Frédéric Poisson. On a passé 56 minutes. Je vous avais promis 20 minutes, 56 minutes. Moi de bonheur. J'ai adoré dialoguer et vous écouter. J'ai retenu que dans notre discussion aujourd'hui, vous m'avez fait un petit clin d'œil sur le fait qu'avec Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, on apprenait certaines choses. Donc, le jingle de fin, eh bien, c'est un petit clin d'œil que je vous fais et je vous souhaite une très bonne continuité. Jean-Frédéric Poisson. À bientôt. À bientôt. Au revoir.